Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission. Moi, c'est Richard Atimniraï Nieladé pour vous servir. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée qui s'appelle Marthe Foka. Elle va se présenter, mais elle va nous parler spécifiquement de la question de la gestion de classe. C'est une question fondamentale dans le domaine de l'éducation et elle va nous appesantir là-dessus sur les défis, les réalités. Mais sans plus tarder, on va faire sa connaissance. Bonjour Marthe et nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui. Bonjour Richard, c'est un plaisir d'être là ce soir. Ouais. Merci beaucoup. Alors, pour permettre à nos téléspectateurs de vous connaître, pourriez-vous vous présenter? Je sais que vous êtes enseignante, membre de l'ordre, donc juste pour nos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup Richard. Donc, c'est Marthe Foka, comme vous l'avez indiqué. Je suis enseignante membre de l'Ordre des enseignants de l'Ontario, enseignante de français langue seconde, mais également enseignante de affaires et commerce de la 9e à la 12e année. J'enseigne principalement dans les écoles franco-ontariennes. Il m'arrive d'aller dans les écoles anglophones pour enseigner le français langue seconde. C'est mon dernier contrat, mais j'ai principalement œuvré dans les écoles de langue française en Ontario. Et c'est très intéressant parce que vous avez donc une expérience assez vaste dans toutes les écoles et ça rend davantage intéressant cette émission à travers votre riche expérience. J'espère que j'apporterai quelque chose en fait. Tout à fait, tout à fait. Justement, la gestion des classes est l'une des choses les plus difficiles ou tout au moins les plus importantes dans l'enseignement parce que si on ne parvient pas à bien gérer sa classe, certainement, ça sera difficile de diffuser ou de transmettre l'enseignement. Justement, pourriez-vous présenter à nos téléspectateurs qu'est-ce que la gestion de classe de manière détaillée? En quoi cela consiste-t-il? En fait, je dirais qu'en gros, la gestion de classe, c'est tout ce qu'on fait comme enseignant. C'est tout ce que nous faisons à chaque jour quand nous rentrons dans la salle de classe, dans notre rôle d'enseignant. Et puis tout ce qu'on fait même dans le background, quand on prépare sa classe, quand on prépare ses enseignements et ses activités, toute cette préparation, tout ce contenu qu'on fait, c'est de la gestion de classe. L'idée, c'est de comment est-ce que j'enseigne et comment est-ce que je me rassure que mes élèves apprennent. Et c'est toute la réflexion et tout ce que je mets dans cette réflexion, tout ce que j'utilise pour permettre à mes élèves d'apprendre et d'atteindre les objectifs que j'ai fixés pour ma classe, que mon conseil, que la province nous a fixés. C'est toute cette discipline, tout ce que je fais autour de ça que j'appelle en fait, pour moi, en tant qu'enseignante, gestion de classe. Très important. Et maintenant, de manière globale, quels sont, on va dire, les comportements, quels sont les outils avant d'entrer en classe et pendant et après? On peut commencer peut-être avec la période avant. Comment se préparer à gérer bien sa classe? Moi, je pense que la gestion de classe commence justement dans le avant. Quand je prends ma classe à la première semaine du mois d'août ou la deuxième semaine du mois d'août et que je commence à voir qu'est-ce que je ferai tout au long de l'année, je mets en place un système de gestion de classe. Et mon premier système de gestion de classe, c'est d'apprendre à connaître mes élèves. Dans quelle classe est-ce que je vais? C'est quel groupe? Est-ce que c'est un groupe de 6 ans? Est-ce que c'est un groupe de 10 ans? Parce que leurs besoins vont changer. À 10 ans, ils commencent à être en pré-puberté. Et puis, les attitudes, les émotions, les comportements changent. Si c'est 6 ans, les attentes sont différentes et la façon dont je vais m'adresser à ce public-là est différente. Donc, à partir du moment où je reçois la classe, je me demande à qui est-ce que je vais m'adresser et quels sont les contenus que je vais leur présenter. Toute cette réflexion déjà rentre dans la gestion de classe. La façon dont je vais établir mes règles de vie dans la salle de classe, les types de routines que je vais mettre en place pour ma salle de classe, la qualité des activités, l'organisation de ma salle de classe de façon physique, le matériel que je vais utiliser pendant les activités. Toute cette préparation que je fais en bac rentre dans la gestion de classe. Parce qu'il faut comprendre que si, par exemple, j'ai un groupe de 10 ans
et que je décide, par exemple, de mettre sur mes murs des images qui correspondent à un groupe de maternelle ou de première année, ben, j'ai raté quelque chose dans ma gestion de classe parce que je vais faire réagir les enfants dès le premier jour, une réaction à laquelle je ne m'attends pas et qui pourrait être conflictuelle dès le premier jour, mais parce que j'ai utilisé un contenu qui ne correspond pas à ce public-là. Donc déjà de cibler mes contenus, mon approche de gestion de ma classe, le type d'activité, la structure de la classe, les différents bureaux et puis les différentes sections de comment ma classe sera organisée. Tous ces éléments, pour moi, c'est une réflexion déjà à la première semaine quand je prends ma classe qui rentre dans ma gestion de classe et qui établit une base de gestion de classe, en fait, pour moi. Très intéressant. Et justement, ça, c'est dans l'avant. Et comment se passe le pendant la classe même, pendant qu'on est dans la salle de classe? Ben, le pendant, justement, je le prendrai également à différents moments parce qu'il y a un pendant qui est peut-être le premier jour de l'école, qui va être différent de comment est-ce que j'établis l'atmosphère de ma salle de classe. Et puis, il y a un pendant qui est le quotidien pendant l'année scolaire et qui est également la façon dont je vais vivre les routines et les règles que j'ai établies dans ma salle de classe. Je vais prendre un pendant qui est une journée commune d'un enseignant. Je vais juste mettre en avant peut-être les éléments que je trouve les plus importants. C'est la relation que j'établis avec l'élève. Le matin, être devant la salle de classe avant que les élèves arrivent, se rassurer de saluer chaque élève, d'avoir un contact individuel avec chacun d'eux. Comment est-ce que tu vas à la porte, donner un high five, créer quelque chose qui fait que l'élève comprend qu'il compte et qu'il appartient à un groupe, à une classe. L'enseignant n'est pas là juste pour enseigner et s'en aller. L'enseignant est là parce que également l'élève compte pour lui et qu'il y a ce lien, cette relation privilégiée entre l'élève et l'enseignante. Pas comme juste un individu quelconque, mais parce que c'est un élève dans ma salle de classe et qu'il a de la place. Déjà, créer cette atmosphère met en place un climat de confiance et un climat où l'élève se sent à l'aise de dire ce qu'il pense, de prendre la parole dans la salle de classe. Il a moins peur de faire des erreurs et puis il a envie d'oser. Et je pense que c'est ce qu'on recherche dans la salle de classe. On recherche que l'élève ait le désir d'oser, de faire ce qu'il pense qu'il n'est peut-être pas capable de faire, mais il se dit, je vais essayer, je fais du mieux que je peux. Donc, créer ce lien relationnel avec l'enfant, pour moi, c'est très important et ça commence dès la première minute le matin, à chaque jour. Mais également, ça se poursuit pendant toute la journée dans la salle de classe. Ça va aller à comment est-ce que j'interpelle un élève quand j'ai besoin qu'il prenne la parole. Est-ce que j'étiquette les élèves? Comment est-ce que je réagis quand l'élève a peut-être de la difficulté devant un contenu que j'ai présenté ou ne veut pas faire une activité? C'est toujours de pouvoir traiter avec l'élève individuellement, selon que je le connais, la façon dont je sais que cet élève réagit à la critique, ajuster mes contenus, ajuster mon intonation, ajuster ma personnalité pour me rassurer que je m'adresse à l'élève et que je réponds à son besoin et pas juste à un groupe. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment dans cette individualisation du suivi pédagogique que je fais avec l'élève. Je ne le prends pas juste comme un élément d'un groupe, je le prends comme un élève de ma salle de classe qui a besoin d'une attention spéciale. Parfois, ça va demander comment on l'appelle? Le mot m'échappe alors qu'il était juste de la différenciation. J'aurais peut-être besoin de lui proposer différentes activités qui lui sied mieux à son style d'apprentissage. J'aurais peut-être besoin de le mettre dans un coin seul parce que c'est un élève qui apprend mieux quand il est tout seul. J'aurais peut-être besoin de le faire travailler avec 2 ou 3 camarades de classe. Mais je me rassure d'offrir à chaque élève ce climat et cet environnement-là qui lui permet d'apprendre. Mais également, pour moi, une autre chose qui est importante, c'est de pouvoir établir des règles et de respecter les règles. Que les règles soient claires sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et puis sur les conséquences. Pas des conséquences qui sont nécessairement punitives,
mais des conséquences qui aident à créer une atmosphère d'apprentissage qui est propice. Et justement, là, c'est dans les contextes propices et nous avons beaucoup appris toutes ces stratégies que vous venez de donner, ces recettes qui sont très importantes. Euh, Nous aimerions aller encore en- un peu plus en détail pour comprendre, surtout pour nos téléspectateurs qui voudraient s'intéresser au métier, mais qui voudraient comprendre ce qui se passe à l'intérieur des salles de classe ou après même les salles de classe. Quels sont les défis généralement auxquels les enseignants sont confrontés en matière de gestion de classe? Ben, les défis en matière de gestion de classe sont nombreux. Je vais en citer quelques-uns. Il Mhm, arrive qu'un élève ne veuille pas faire un travail que l'enseignant lui demande de faire. mhm, Parfois, il ne veut pas le faire, c'est légitime, c'est qu'il a peur. mhm, Il ne se sent pas à la hauteur de ce qui lui a été demandé. mhm, Des fois que c'est trop simple pour lui, il trouve que ça ne présente aucun défi. Il a déjà suffisamment fait ça, il le comprend. Des fois, c'est juste parce qu'il veut suivre la mode. mhm, D'autres élèves n'ont pas voulu le faire, alors lui aussi ne veut pas le faire. mhm, Et des fois, c'est des choses qui sont extérieures à la salle de classe. mhm, Il n'a pas eu un dîner le matin, un petit déjeuner le matin en arrivant à l'école. Il s'est chicané avec son papa ou avec son frère ou sa sœur à la maison. Il n'a juste pas eu une bonne nuit ou il n'est juste pas d'un bon tempérament. mhm, Ça, c'est un défi que l'enseignant doit gérer. Et c'est de savoir d'abord pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire mon travail? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il ne le trouve pas suffisamment stimulant? mhm, Est-ce que c'est parce qu'il le trouve trop difficile? Est-ce qu'il y a des éléments extérieurs? Et en tant qu'enseignant, on doit pouvoir déceler rapidement, en fait, qu'est-ce qui est le motif de ce refus pour trouver la bonne stratégie pour répondre. mhm, Des fois, la mauvaise réponse entraîne des escalades. L'élève va se mettre à pleurer, il va se mettre à crier dans la salle de classe ou juste il va se refermer sur lui-même pour quelqu'un d'introverti. mhm. Il va plus parler, il va se déconnecter complètement de la salle de classe. Et c'est des attitudes que tu ne recherches pas dans la salle de classe. Tu veux garder l'élève attentionné, tu veux le garder motivé à ce que tu es en train de faire, à suivre ce que tu es en train de faire. Parce que tu veux qu'il apprenne. L'objectif final, c'est qu'il apprenne, qu'il atteigne les objectifs d'apprentissage que tu as fixés dans ta période d'enseignement. Mhm. Donc, tous ces éléments, tous ces petits détails, c'est des choses qui peuvent constituer un défi pour l'enseignant dans la salle de classe. Maintenant, il y a des éléments qui peuvent être externes. Deux camarades de classe qui ont une chicane et puis qui ne veulent plus se parler. Et puis, dans la salle de classe, tu penses que tu es en train de communiquer, tu es en train de faire des affaires, il y a une activité qui est toute bouillonnante, ils découvrent peut-être la vie dans les espèces sous-marines et puis ils sont en train de faire des découvertes, mais il y a des élèves qui sont en train de se chicaner. Et puis Mhm. parfois, rapidement, ça prend de l'ampleur dans un groupe, dans un coin de la classe. Si tu n'arrives pas à déceler rapidement ce changement ou cette atmosphère qui va virer, des fois, ça escalade et puis ça peut ruiner toute une session d'enseignement. Mhm. C'est des défis auxquels l'enseignant devrait se préparer. Mais ce n'est pas toujours lié à l'élève. Mhm. Parfois, ça peut être lié à l'école. Mhm. Il peut y avoir une sonnerie qui a un incendie, un feu qui s'est déclenché dans l'école, qui crée toute une panique dans la salle de classe. Mais là, tu dois faire de la gestion de classe également parce que tu ne veux pas qu'un enfant se blesse à cause de la situation de panique ou tu ne voudrais pas que, juste à cause de cette panique qui s'est créée, qu'il y ait d'autres situations malencontreuses, en fait, qui arrivent. Il se pourrait que ce soit un autre enseignant qui a mis un peu plus long dans sa période dans la classe que ce qu'il était prévu de faire. Et puis Mhm. tu arrives et puis tu dois commencer 5 ou 10 minutes par après, ou parfois les enfants sont encore très, très excités à faire le dessin que Madame Janine a laissé en partant. Ils ne Mhm. veulent pas rentrer dans ton travail parce qu'ils trouvent plus excitant ce que Madame Janine a laissé. C'est toujours des défis de gestion de classe. Ouais. C'est vraiment ça le quotidien, en fait, quand on parle de défis de gestion de classe. Il y en a plein d'autres, bien sûr, j'en ai cité juste Tout quelques. à fait, tout à fait. C'est vraiment euh, très intéressant de pouvoir
comprendre, de regarder derrière le rideau, comme le diront les spécialistes de l'opéra ou du théâtre. Maintenant, est-ce qu'il y a, juste pour notre curiosité, des cas de gestion de classe qui seraient au-delà de la capacité de l'enseignant? Est-ce qu'il y a des cas complexes de gestion de classe ou bien généralement, l'enseignant parvient toujours à bien gérer l'atmosphère de sa classe? Je pense qu'il peut arriver des moments où la situation échappe au contrôle de l'enseignant, Mhm, ou peut-être que ça n'échappe pas à son contrôle, mais que pour assurer la sécurité des autres élèves, mhm, il est besoin de faire venir un autre adulte à l'intérieur de l'école. Il est besoin d'appeler un autre adulte qui vienne intervenir dans la salle de classe. Par exemple, il peut arriver dans la situation de la chicane que des élèves en viennent à se battre. mhm, L'enseignant, à ce moment-là, doit intervenir rapidement pour protéger les élèves. Mais il arrive que dans ces situations, tu as besoin d'appeler un autre adulte. mhm, Surtout parce que tu as besoin d'assurer la sécurité des deux qui se battent et puis la sécurité de tous les autres élèves dans la salle de classe. mhm, Mais tu n'as pas 4 ou 6 mains. S'il arrive que tu aies besoin d'autres adultes, il y a d'autres adultes dans l'école, il y a toujours un téléphone dans la salle de classe. mhm. Donc, il est important de demander à un autre élève pendant que tu essayes d'assurer un minimum de sécurité, demander à un autre élève, par exemple, d'appeler la direction, Mhm. trouver un mécanisme de gestion qui fait que tu fasses venir un autre adulte dans la salle de classe pour que vous puissiez gérer la situation, tout en te rassurant que le bien-être de tout le monde est préservé, que tous les élèves sont préservés dans la situation. Donc, il peut arriver de petites situations, effectivement, où on ait besoin d'appeler des personnes à l'extérieur. Mais j'aimerais rassurer que c'est très, très rare. Ouais. Pour les personnes qui s'en viennent dans le monde de l'enseignement, il ne faudrait pas le voir comme des situations qui sont quotidiennes. Ça Mhm, arrive une fois tous les 5 ans dans les carrières enseignantes, par exemple, ou une mhm. fois tous les 10 ans. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à chaque jour. Donc, on peut faire venir la police, par exemple. Je parle bas. Euh, Je ne pense pas que l'enseignant ait le droit de faire. Les situations sont uniques, en fait, je préfère le dire comme ça. hmm, Les situations sont uniques en général dans les écoles, mais la première personne à qui il faut faire appel dans la salle de classe, en général, c'est sa direction d'école. ouais. Quand il y a une situation qui a besoin d'un adulte, il faut d'abord appeler, il faut signaler à l'administration de l'école et puis, des fois, il faut lire la situation, en fait, comme je dis souvent. Il Mhm. est important de lire la situation et de prendre la meilleure décision qui soit selon ta réglementation que tu as, les textes que tu as en tant qu'enseignant. Hmm. Mais c'est une très bonne idée de toujours faire référence à sa direction d'école quand une situation nous échappe dans la salle de classe. Très intéressant. Et nous sommes de plus en plus édifiés. Nous sommes en train de visiter la salle de classe, mais aussi la salle de direction avec Mhm. votre regard et nous sommes très reconnaissants pour cela. Maintenant, de manière globale, en dehors des recettes ou des suggestions que vous avez données, est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous donneriez aux nouveaux enseignants ou aux futurs enseignants pour bien gérer leur classe? Euh, Justement, vous en avez parlé, mais c'est la répétition et la maîtresse de la pédagogie, juste pour nous assurer qu'on n'a rien manqué, surtout sur les points clés de la gestion de classe, surtout maintenant à titre préventif. Mm. Moi, je dirais peut-être de miser sur la discipline invisible. Mhm, La discipline invisible, c'est vraiment une approche de gestion de classe que moi, je privilégie dans ma pratique pédagogique, mhm, juste parce que c'est une approche qui permet d'utiliser moins des méthodes coercitives, des méthodes qui contraignent l'élève et de l'amener à embrasser les activités, à s'investir pleinement dans la salle de classe sans avoir utilisé des mécanismes de contrainte, en fait. Qu'est-ce que j'appelle oui, justement, justement. qu'est-ce que j'appelle la discipline invisible? C'est d'apprendre à connaître l'élève, Mhm, de connaître qu'est-ce qui le motive, de mhm, connaître qu'est-ce qui le stimule, de connaître qu'est-ce qui l'intéresse moins
et puis de connaître comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il apprend. Et en créant mes contenus dans la salle de classe, essayer de créer des contenus qui répondent aux besoins de chacun de ces élèves. Je pourrais avoir des groupes de 2, 3 qui ont des caractéristiques communes et puis peut-être essayer d'avoir, mais toujours proposer des activités, pardon, qui vont chercher en fait nos élèves. Je m'excuse. C'est le moment, donc vous n'êtes pas là. Ouais. Donc, toujours proposer des activités qui vont chercher nos élèves et qui les gardent connectés. Si par exemple, je me rends compte qu'un élève a une attitude ou un comportement qui est déplacé, au lieu de l'interpeller pour la première fois directement, ouvertement devant tout le monde, ce qui en général n'est pas bien reçu par les élèves, je vais me rapprocher de lui, je vais essayer de lui parler en seul à seul. Je vais peut-être l'appeler en dehors de la salle de classe et lui dire, ben, regarde, je remarque que tu fais ci, et qui ne t'aide pas dans ton apprentissage, qui n'est pas en train de t'aider. Pardon. Je pense que j'ai un chat dans la gorge. Ça nous arrive tous en cette période de transition. Avec les allergies et puis tout ce qui vient avec le pollen. Moi, j'ai beaucoup d'allergies avec le pollen. Espérons que vous allez surmonter ça. Oui, on va surmonter ça. On va s'en sortir. Donc, c'est ça, c'est de prendre l'élève. Par exemple, moi, je vais beaucoup... Mes classes, c'est souvent les 9, 10, 11. Donc, c'est des grands élèves. Je vais l'appeler, je vais lui dire, regarde, voilà des affaires que je trouve que ça ne fonctionne pas. J'aimerais que tu fasses moins ça. Je t'encourage à te comporter un peu plus dans ce sens-ci parce que ça t'aide dans ton apprentissage et ça aide tes camarades de classe. Et puis, je vais lui dire, regarde, si je te fais un contact visuel prolongé, c'est que je suis en train de remarquer que tu es en train de répéter le comportement que je n'aime pas. Et si tu remarques que je fais ce comportement-là, j'aimerais que tu essayes de te réajuster et que tu adoptes cette attitude qui t'aide dans ton apprentissage et qui aide également les camarades de classe. Mais le faire de façon individuelle avec l'élève le met en confiance et puis lui fait comprendre que cette personne m'estime et me demande suffisamment de respect pour ne pas exposer mes faiblesses devant tous mes camarades de classe, surtout quand ils sont prépubères ou en début d'adolescence. Ils ne veulent pas vraiment que tout le monde constate qu'est-ce qu'ils ne font pas bien ou qu'ils se sentent corrigés directement devant tout le monde. Là. Mais créer ces petits mécanismes qui font que je crée ce lien et cette discipline sans avoir à crier sur l'élève dans la salle de classe, sans avoir à l'interpeller de façon disciplinaire. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait de discipline. J'ai fait de la discipline avec cet élève-là. Juste que j'ai adopté une stratégie qui ne mise pas sur la force, mais qui mise plutôt sur le consensus, qui mise à l'amener progressivement à comprendre l'intérêt d'adopter ce bon caractère-là, ce bon comportement-là. Et puis, la façon de l'adopter. Quand je lui dis, par exemple, on va se faire des contacts visuels, c'est que je veux t'aider en fait à te rassurer que tu restes dans les attitudes ou alors dans la disposition comportementale qui t'aide dans ton apprentissage. Quand je te regarde, je suis en train de te dire, essaye de te tenir comme ça ou alors mets-toi plus à fond dans ce qu'on est en train de faire, sois moins distrait, ne touche pas à ton téléphone ou laisse tomber ton ordinateur et puis fais ce qu'on a demandé de faire. Quand l'élève comprend et que tu lui fais ce contact visuel, tu n'as pas besoin de lui dire « Georges, ferme ton ordinateur », mais quand tu l'as regardé, il a compris qu'il doit fermer son ordinateur. Très important. C'est des petits détails, en fait, qui font que dans la salle de classe, les élèves respectent les règles sans que tu n'aies à crier, sans que tu n'aies à répéter ces règles-là. Et puis, bien sûr, tu te rassures de faire beaucoup de vocaliser leur succès, de reconnaître ce qu'ils font bien, de proclamer régulièrement qu'est-ce qu'ils font bien. Et tu gardes en fait une atmosphère où tu as besoin de moins corriger, moins recentrer les élèves. Et c'est un peu gagnant-gagnant en fait. Ils apprennent mieux et toi, tu t'essouffles moins aussi. Donc, tout à fait. Mais ce sont de belles stratégies qu'il faut déjà mettre en application pour nos téléspectateurs qui nous écoutent. Il faut déjà l'expérimenter tel que nous les présente aujourd'hui
Madame Marthe Foka. Et pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à cette émission, il s'agit bien de l'émission encadrée par la CEI, l'Alliance pour une communauté éducative et inclusive. Et aujourd'hui, nous parlons de la gestion de classe avec ses défis, ses réalités, mais aussi des suggestions pour pouvoir bien mener une gestion de classe. Donc, Marthe Foka nous a donné beaucoup de suggestions, beaucoup de recettes et nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission, mais une question pas des moins importantes parce que c'est une question qui peut coûter le travail d'une personne. Quelles sont les erreurs fatales à ne pas commettre dans le domaine de gestion de classe? Erreur fatale Mm. dans le domaine de la gestion de classe. Ben, je pense que l'erreur fatale, ce serait de négliger la sécurité des élèves. Mm. Dans une situation, en tant qu'enseignant, on a la grosse responsabilité de s'assurer que les élèves sont en sécurité dans notre salle de classe. Si je ramène à l'intérieur de la salle de classe des éléments, des outils, des affaires qui mettent en danger les élèves, ça, c'est un gros problème. Et puis, si vient une situation où je n'assure pas la sécurité des élèves, ça, c'est un gros problème. Parce qu'on est tous parents et quand on vient confier nos élèves, nos enfants à des enseignants, on veut être au travail, on veut être au bureau avec la tête tranquille, sachant qu'ils sont en sécurité où ils se trouvent. Et l'école s'attend à ce qu'en tant qu'adulte ayant la responsabilité des élèves dans la salle de classe, que tu te rassures qu'ils sont en sécurité. Donc, tout ce qui met en danger la sécurité des élèves est un gros problème et il faut le gérer rapidement. Et si des enfants sont en train de se chicaner, par exemple, et que quelqu'un se met à menacer l'autre avec un ciseau qu'il utilisait pour faire un collage, un papier collage, ça peut être un gros problème. Donc, il faut se rassurer à chaque moment que la sécurité de chacun des élèves dans la salle de classe est préservée. Que je sois à l'intérieur de la salle de classe, que je sois à l'extérieur pour des activités de plein air, je dois toujours me rassurer que tous les éléments de sécurité sont pris en compte et qu'il n'y a rien qui puisse mettre un élève en danger dans ce que je propose comme activité. Pour moi, c'est quelque chose de central et qui doit être au cœur de la réflexion de l'enseignant. Est-ce que je me rassure que mes élèves sont en sécurité? Nous avons compris cette leçon d'or, ce message fort pour les enseignants, mais aussi pour les élèves, parce qu'il en va de leur sécurité, il en va de leur bien-être. Et nous croyons que ces recettes seront utiles aux futurs enseignants dans l'Ontario ou au Canada ou dans le monde entier, parce que l'objectif de la CEI, justement, c'est d'accompagner à l'insertion professionnelle des enseignants, bien évidemment, d'abord franco-ontariens, mais aussi ceux provenant d'autres horizons. Donc, nous sommes déjà parvenus au terme de cette rencontre, mais peut-être vous avez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs ou à l'endroit de la CEI pour mener à bien leur fonction, leur mission. Peut-être pas un dernier mot, mais peut-être encourager les personnes qui sont encore indécises quant à s'engager dans le rôle d'enseignant. Tout à fait. Pour dire c'est un noble métier, c'est un beau métier. Nous en avons besoin en Ontario, nous en avons besoin dans les écoles francophones. Alors, si quelqu'un hésite encore à s'engager, je pense qu'elle a toutes les compétences et tous les atouts et que les portes sont ouvertes pour qu'on vienne, qu'on se forme et qu'on fasse rayonner en fait le métier d'enseignant en Ontario. Tout à fait. Donc, les portes sont ouvertes. Des personnes, des enseignantes comme Marthe ont les bras ouverts pour vous accueillir, pour vous accompagner durant les premiers pas de votre vocation dans l'enseignement. Donc, de quoi ne pas s'inquiéter, de quoi enlever les derniers doutes et hésitations.
Merci beaucoup, merci très sincèrement pour votre temps et pour tous ces conseils, pour toutes ces stratégies que vous avez pu donner à nos téléspectateurs, à nous tous, pour pouvoir nous perfectionner dans euh, le métier d'enseignant, qui est un noble métier, faut-il le rappeler, parce que c'est le métier par lequel nous tous nous passons et c'est le métier qui forme tout le monde. Donc, merci beaucoup, Madame Marthe Foucault, et merci à nos téléspectateurs qui sont, comme d'habitude, nombreux à avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous aussitôt que possible avec une autre émission, un nouvel invité ou une nouvelle invitée et surtout avec une nouvelle thématique. Moi, c'était Richard Atimnirai Nielade et nous vous avons entretenu aujourd'hui dans le cadre de la gestion de classe. Et cette émission, faut-il le rappeler encore, est encadrée par l'Alliance pour une communauté éducative et inclusive. Merci beaucoup et soyez les bons. Merci. Merci Richard et merci de m'avoir invité. C'est à nous de vous remercier pour votre gentillesse à répondre à cette invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.